Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Tony Meillon, Pornic, en Bretagne. La dernière fois que la jeune Laetitia Perret est vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi. Puis elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille. Mais dit-il, c'était un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil inquiétant. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et où se trouve le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon, un podcast inédit de Chronique criminelle. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6h du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du GIGN se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible, cette maison, un peu à l'écart du village. Celle d'un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux. Il s'appelle Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé une jeune fille de 18 ans, Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect. Mais aucune trace de l'adolescente. Où est-elle? Est-elle toujours en vie? Une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt, à Pornic. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, elle a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie-en-Retz. Depuis, aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison et à proximité immédiate de celle-ci, on est à quelques dizaines de mètres. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Retrouver le scooter légèrement accidenté de sa sœur. Donc elle a disparu et son scooter est accidenté à proximité immédiate de la maison. La famille de Jessica appelle les gendarmes. Ils découvrent bientôt son scooter renversé sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident. L'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. Le scooter est très légèrement accidenté, presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là, alors qu'il avait fonctionné jusqu'à cet endroit-là. On n'a pas un scooter écrasé, détruit, pas du tout. Il est légèrement accidenté, comme si un véhicule l'avait touché un peu sur le côté, frôlé. Et puis on retrouve effectivement une chaussure, on retrouve des clés, on retrouve des éléments qui appartiennent, bien évidemment, à Laetitia. Les gendarmes sont intrigués par ces effets personnels abandonnés sur la route, d'autant qu'ils retrouvent aussi des traces suspectes sur la chaussée. On commence à voir très clairement qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Et les gendarmes sont tout de suite suspicieux. Cette première patrouille est déjà suspicieuse. Alors on sent qu'il est accidenté, en tout cas qu'il y a eu un choc avec un véhicule. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Qui ne semble pas être si violent. Il n'y a pas de traces de sang a priori autour du scooter. Il peut encore rouler. Les gendarmes contactent les hôpitaux. Aucune jeune fille correspondant au signalement de Laetitia n'a été admise. Mais alors, si elle n'a pas été blessée, où est-elle passée? Les enquêteurs abandonnent l'hypothèse de l'accident pour une autre piste, la fugue. Laetitia avait-elle une raison de s'enfuir de chez elle? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune fille. Donc Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions qui étaient difficiles en raison de la fragilité psychique de leur mère. Cécile de Oliveira,
avocate de la sœur de Laetitia. Et en raison d'un comportement très caractériel de leur père, les parents se sont séparés quand elles étaient bébés et elles ont été ensuite placées en urgence dans un foyer d'enfants et ont été confiées après par le juge des enfants à Gilles Patron, qui était assistant familial, famille d'accueil. Dans leur famille d'accueil, les deux sœurs semblent s'épanouir. Au bout de quelques années, Laetitia renoue avec son père biologique. Elle était un peu timide, réservée. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Un peu distante, je veux dire, elle parlait, mais un petit peu secrète. Mais elle était une belle femme, une belle fille. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa famille, bien dans son travail. Puis c'était quelqu'un qui rentrait le soir, partait travailler le matin, quelqu'un qui était respectueux des horaires. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Donc la fugue est impossible à imaginer. D'ailleurs, si Laetitia avait fugué, elle n'aurait pas abandonné ses baskets et ses papiers sur la chaussée. L'hypothèse de la fugue est à son tour écartée. Les enquêteurs s'orientent donc vers une troisième piste. On débouche très rapidement sur une conclusion par rapport à la scène que nous découvrons avec le scooter, que Laetitia a été enlevée. À 14h, on bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Le conseil général m'a appelé ce jour-là sur mon téléphone. Puis c'est là qu'on m'a annoncé que Laetitia était kidnappée. J'ai cherché ma fille. J'ai fait toute la bernerie. J'étais voir les caravanes qui étaient cassées. Et si on trouve sa fille, dans quel état après ? Pour la famille d'accueil de Laetitia, l'hypothèse du kidnapping est un choc. D'autant que cette nuit-là, Gilles Patron a entendu du bruit, comme il le raconte dans une interview donnée à l'époque de l'enlèvement. Moi, je ne dormais pas. Puisqu'elle n'était pas rentrée, je ne dormais pas. Donc jusqu'à 1h25 du matin, j'ai pas dormi. Gilles Patron, père d'accueil de Laetitia. À 1h25, j'ai entendu les portières claquer, donc je me suis levé. J'étais sur la route en courant et j'ai pas vu Laetitia, j'ai pas vu le scooter par terre. Et le lendemain, j'ai vu le scooter. Enfin, Jessica a trouvé le scooter et c'est là que j'ai tout compris, quoi. C'était les portes qui claquaient, c'était l'enlèvement, c'était... Qui a enlevé Laetitia ? Pour le savoir, les gendarmes déploient les grands moyens. Un appel à témoins est placardé chez tous les commerçants. Des dizaines de gendarmes et de militaires fouillent les environs de la maison de Laetitia. Les étangs sont sondés par des plongeurs. Un hélicoptère survole même les bords de mer du côté de Saint-Nazaire. Mais ces recherches n'aboutissent à rien. Une question hante les enquêteurs. Laetitia est-elle toujours en vie ? Quelques heures plus tard, ils vont faire de nouvelles découvertes. Alors que les pistes suivies jusque-là sont restées vaines, les enquêteurs installent leur quartier général à la brigade de Pornic. Leur objectif, retracer le parcours de Laetitia durant les dernières 24 heures. L'objectif de ce type d'enquête, c'est de répondre à une seule question au démarrage. C'est qui a vu la personne disparue, qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est la question à laquelle on doit répondre. Donc évidemment, on essaie de retracer la chronologie jusqu'à la disparition, bien entendu. Ce jour-là, Laetitia part travailler en fin de matinée. Elle est serveuse dans un hôtel-restaurant de la Bernerie en Ré, situé à 3 km de chez elle. Mais après son service, vers 15h, contrairement à son habitude, Laetitia ne rentre pas chez elle. Elle envoie un message à Michel Patron, sa mère d'accueil. Je reste à la Berne cet après-midi. Là, elle va, comme il se doit, envoyer un SMS à Michel Patron. Je pense que c'est très
très important de signaler ça parce que Laetitia a pris le réflexe, après avoir été admonestée une première fois pour une absence qu'elle n'a pas signalée, elle a été habituée à envoyer un SMS pour dire voilà, je reste sur la bernerie en Ré, vous inquiétez pas. La jeune fille est-elle partie se promener à la plage comme elle le fait parfois, ou a-t-elle fait des courses en ville? Les gendarmes veulent savoir. Et ce qu'ils vont découvrir va changer le cours de leur enquête. Plusieurs témoins attestent avoir vu Laetitia vers 17h30 dans un café du village. Et ils sont formels. La jeune fille n'était pas seule. Elle était en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années, au physique imposant. Un individu que personne ne connaît. Ils vont nous positionner Laetitia en compagnie d'un homme grand, 1m80, 85, cheveux longs, peignés en arrière, rasés sur les côtés, le teint assez pâle. Qui est cet homme? Les gendarmes doivent absolument le retrouver. Son témoignage peut être capital pour découvrir ce qui s'est passé cet après-midi-là. Selon les témoins, les deux jeunes gens restent environ 1 heure ensemble, à rire et à discuter. À 18h, Laetitia doit reprendre son travail. Le jeune homme la raccompagne jusqu'à l'hôtel-restaurant. Il semble de plus en plus complice. Ils vont vraisemblablement s'embrasser. À son travail qu'elle reprend à 18h à l'hôtel de la bernerie. On va les voir enlacés devant l'hôtel. Et les deux jeunes gens n'en restent pas là. Après son service à 22h, Laetitia retrouve à nouveau l'inconnu. Ensemble, ils font la tournée des bars. Il emmène Laetitia à Pornic. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Et ils vont consommer dans un bar à proximité du casino, qui est un bar un peu chic, du champagne. Où sont-ils allés ensuite? Les gendarmes perdent leurs traces. C'est alors qu'ils recueillent un nouveau témoignage capital. Le meilleur ami de Laetitia leur confie qu'à minuit, elle lui a envoyé un message et elle semblait affolée. Elle envoie d'abord un SMS à un ami en lui disant qu'il s'est passé un truc grave et qu'elle le rappellera. Et effectivement, elle le rappelle. Et à ce moment-là, elle lui dit « J'ai été violée, je ne me sens pas bien, je rentre, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment ». Ensuite, son téléphone portable ne répondra plus jamais. Ce coup de téléphone fait craindre le pire aux gendarmes. D'autant qu'ils engrangent un autre témoignage inquiétant. Vers 1h du matin, juste après le coup de téléphone, un témoin affirme qu'il a vu Laetitia et l'inconnu en pleine dispute. Il va voir Laetitia discuter à 1h du matin avec un homme conduisant une 106 blanche mais une discussion houleuse. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Où Laetitia est mécontente, visiblement, et il y a un véritable différend qui est en train de se produire sous ses yeux. Laetitia prend son casque, prend ses gants, monte sur son scooter et part à scooter. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Et c'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Qui est donc l'inconnu qui a passé l'après-midi et la soirée avec Laetitia? Comment l'identifier? Les enquêteurs disposent seulement de sa description physique et de la marque de sa voiture. Alors, ils interrogent à nouveau les gens du village. Et la stratégie va s'avérer payante. Ce soir-là, un homme a vu la jeune fille en compagnie de l'individu en question et il le connaît. Il va nous donner le nom de Tony Mellon comme étant celui qui conduit la voiture blanche, qui est une 106, et qui a priori est volée. Pour les gendarmes, Tony Mellon n'est pas un inconnu. Il a même un casier judiciaire bien rempli. Viol, vol à main armée, c'est quelqu'un qui maintenant est assez chevronné, on va dire, dans son comportement délictuel, voire criminel, potentiellement armé, a priori déterminé à être violent, n'ayant pas peur des forces de l'ordre.
Tony Meillon devient immédiatement le suspect numéro 1 et les gendarmes veulent le retrouver au plus vite car ils ont une certitude. Si elle est entre ses mains, Laetitia court un grand danger. Tony Meillon est un homme dangereux. Délinquant multirécidiviste, à 31 ans, il a déjà passé le tiers de sa vie en prison. Né en 1979 à Nantes, il vient au monde dans une famille minée par les violences conjugales. Adolescent, il est placé dans ce foyer de Guérande, à 50 km de Nantes. Mais l'école ne l'intéresse pas. Il fugue à plusieurs reprises pour revenir chez lui. Doté d'un physique imposant, il se montre agressif et autoritaire avec ses camarades. Il joue les caïds et commence à revendre un peu de cannabis. Il commet aussi ses premiers larcins. Il est en foyer, il commet un premier délit, il est incarcéré la première fois vers 15-16 ans, il sort de prison, à nouveau il commet un délit, il est à nouveau incarcéré. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Il y a une gradation dans la gravité des faits qu'il va commettre. Ça commence par des vols, des violences, et puis il va s'essayer au braquage de façon parfois un peu minable ou un peu ratée. Il braquera un pistolet sur la tente d'un commerçant pour récupérer 60 €. À chaque fois, ça marche pas. Et puis en détention, on passe encore au stade supérieur. Il va être condamné pour avoir violé l'un de ses codétenus. Acte que M. Meillon a toujours contesté. Il dit effectivement, je l'ai bien tapé, je l'ai bien molesté. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Je l'ai fait dormir dans les toilettes, mais je ne l'ai jamais violé. Pour le viol de son codétenu, il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Dès sa sortie de la maison d'arrêt, le jeune homme replonge et tombe dans une spirale de violence. En août 2003, il commet 3 braquages dans le même après-midi. À la clé, un maigre butin, 175 €. Il repart en prison pour 6 ans. À sa libération, d'autres condamnations vont suivre. Vol aggravé, conduite en état d'ivresse, évasion par violence ou encore outrage à magistrat. Lors de ces procès, les experts dressent le portrait d'un homme d'intelligence normale, mais qui présente des aspects sadiques, dominé par l'impulsivité et dangereux, y compris avec les femmes. Celles qui ont partagé sa vie témoignent des violences qu'elles ont subies. Ses compagnes disent aujourd'hui qu'il leur faisait peur. C'est vrai aussi des membres de sa famille dont certains ont d'ailleurs à des moments porté plainte contre lui. Elle parle d'un homme qui peut avoir des accès de violence. Mais on sent que cette violence, elle est toujours à fleur de peau et qu'elle peut exploser à n'importe quel moment. Et c'est ce qui ressort aussi des relations qu'il a pu entretenir avec les femmes qu'il a rencontrées. Laetitia se trouverait donc entre les mains d'un individu dangereux. La jeune fille a disparu depuis une dizaine d'heures. Peut-être n'est-il pas trop tard pour la retrouver. Mais en tout cas, il faut faire vite. À la gendarmerie de Pornic, tous les hommes sont sur le pied de guerre. Il faut interpeller Tony Meillon. Mais où peut-il se cacher ? Les gendarmes examinent le dossier judiciaire du suspect. À l'intérieur, il retrouve ses connaissances, sa famille, ses amis. Tout son entourage est passé au crible. C'est là qu'on va découvrir le relationnel potentiel de Tony Meillon auprès des services de police et des unités de gendarmerie qui vont nous donner des noms, soit d'ex-compagnes, de codétenus, de cousins. Donc c'est là qu'on va découvrir le cousin de Tony Meillon, chez qui il a priori pourrait habiter. Les gendarmes tiennent peut-être une piste. Le cousin de Tony Meillon habite dans un hameau à une dizaine de kilomètres de Pornic. Il décide d'intervenir, mais l'opération est risquée. Donc nous sommes dans une logique d'enlèvement et de séquestration, donc d'une prise d'otage potentielle. Nous avons l'espoir toujours de retrouver Laetitia vivante. Avec un homme déterminé, potentiellement armé, on fait appel au GIGN. Le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Le lendemain, à 6h du matin, les gendarmes arrivent sur place. Ils découvrent une bâtisse au milieu d'un grand terrain avec des caravanes. La maison semble habitée. Les équipes donnent l'assaut. Le véhicule est arrivé, la colonne d'assaut a débarqué et ils ont pénétré dans la maison.
Tony Mellon a pris la précaution de mettre un fusil 22 long rifle à la porte. Et il dort en fait sur le canapé qui se trouve à 5-6 mètres derrière la porte. Les chiens, évidemment, aboient. On imagine qu'il a été alerté et qu'il s'est précipité vers la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir le barillet de la porte qui saute avec la cartouche céramique et c'est là qu'il va être blessé. Tony Meillon n'a pas eu le temps de se servir de son arme. L'interpellation est réussie. Légèrement blessé, Meillon est conduit à l'hôpital. Mais les gendarmes cherchent maintenant Laetitia. Est-elle retenue prisonnière dans la maison? Les hommes passent la propriété au peigne fin. Quand nous interpellons, on espère évidemment retrouver Laetitia vivante. On va très rapidement déchanter. Pourquoi? Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. On mène une première perquisition dans la maison d'habitation, dans le hangar attenant, évidemment dans les caravanes attenantes. Donc on ne découvre pas de traces de Laetitia vivante. Les gendarmes sont déçus, mais ils ont la conviction que c'est bien Tony Meillon qui a kidnappé la jeune femme. En garde à vue, le suspect se mure dans le silence. Dans un premier temps, Tony Mellon va rester muet. Toutes les questions qui lui seront posées par rapport à sa possible mise en cause dans la disparition de Laetitia Perret, sachant qu'on n'a pas retrouvé son corps. Donc on ne sait pas ce qu'il a pu en faire. En tous les cas, pour nous, nous avons l'intime conviction que c'est lui la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ça, on en est certain. Meillon ne dit toujours rien, mais sur le terrain, les recherches s'intensifient. La maison, les caravanes, le hangar sont fouillés. Les gendarmes ne négligent aucun détail. Et quand ils inspectent la voiture, leurs craintes se confirment. Et à l'ouverture du coffre, on découvre du sang. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia. Une quantité extrêmement importante de sang. Les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit du sang de Laetitia. Un échantillon, analysé en urgence, confirme leurs soupçons. Vraisemblablement, Laetitia a été placée dans le coffre de la voiture. Vivante ou morte, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle y a laissé une quantité de sang tellement importante que, à cet instant, tout le monde a à peu près compris qu'on ne la retrouverait pas vivante. Et les découvertes macabres ne s'arrêtent pas là. Quelques minutes plus tard, dans le jardin du suspect, cette fois, au milieu des détritus et des carcasses de voitures, les enquêteurs trouvent un foyer encore fumant. Manifestement, les cendres sont récentes. On vient de brûler des outils. Quel intérêt de brûler des outils, si ce n'est que ces outils ont servi? Et on trouve un bijou porté par celle-ci le jour de sa disparition. Donc à ce moment-là, on retrouve de l'outil de découpe avec un bijou appartenant à Laetitia au milieu d'un foyer et au milieu de cendres. Le scénario terrible qui se révélera plus tard commence à pouvoir être imaginé puisqu'on a le sang, les outils, les cendres, le bijou. L'étau se resserre autour de Tony Meillon. L'homme refuse toujours de passer aux aveux, mais les preuves sont accablantes et la presse s'empare de l'affaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Les grands titres de l'actualité ce soir. L'arrestation d'un suspect à Pornic après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans. Personne ne l'a revue depuis mardi soir. Elle est activement recherchée. Elle pourrait avoir été séquestrée et violée. Nous serons en direct sur place dans un instant. De nombreux journalistes se précipitent devant la maison où Tony Meillon a été arrêté. Tout le monde attend avec inquiétude le dénouement de l'histoire. La France entière s'émeut du sort de cette jeune fille de 18 ans qui a disparu depuis 2 jours et dont on n'a pas retrouvé le corps. En garde à vue depuis 24 heures, Tony Meillon n'est toujours pas passé aux aveux. Mais les gendarmes vont bientôt recueillir un nouveau témoignage qui va faire basculer l'enquête dans l'horreur. À la gendarmerie de Pornic, les enquêteurs continuent d'interroger les relations de Tony Meillon, dont un ferrailleur à qui le suspect a donné rendez-vous devant un centre commercial au lendemain de la disparition de Laetitia. Et ce témoin va leur tenir des propos glaçants.
Tony Meillon contacte Nicolas Bouvet, avec qui il est en affaires sur de la vente de ferraille, hein, et il doit de l'argent à Nicolas Bouvet. Donc Nicolas Bouvet, lui, il croit que potentiellement il va le rembourser. Il va lui dire, je ne peux pas te rembourser, j'ai fait une connerie. J'ai renversé un mec, il était sur son scooter, je suis descendu, il ne bougeait plus. Je l'ai chargé dans mon véhicule, comme il a paniqué, il l'a découpé. Il a dans la voiture 2 grandes poubelles noires. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Et il dit à Nicolas Bouvet, j'ai les restes du corps d'un homme, comment tu les feras disparaître ? Et Nicolas Bouvet va donner à Tony Meillon le conseil étrange de jeter les poubelles avec les restes humains dans la Loire. Ce témoignage, effectivement, est déterminant et permet aussi d'imaginer que Tony Meillon s'est déplacé, a transporté le corps depuis le lieu de la mort de Laetitia. Pour s'en débarrasser, la question reste de savoir à ce moment-là où est le corps, où sont les éléments du corps. Les enquêteurs comprennent que le corps de Laetitia a été découpé. Ils mettent le suspect face aux déclarations de son ami. Alors, Tony Meillon craque et donne sa version des faits. Il reconnaît avoir rencontré Laetitia dans l'après-midi. Vers 16h, il accoste la jeune fille à la bernerie en Ré. Ils se promènent alors sur la plage où ils font connaissance. Tony Meillon prend même une photo de Laetitia avec son téléphone portable. Je pense que monsieur Meillon lui rentre dedans. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Il lui sortait avec et lui a fait un bisou. Le fait qu'un garçon sensiblement plus âgé qu'elle ait pu la draguer, je pense que ça a pu être perçu dans un premier temps pour elle, qui au demeurant était timide, et qu'elle ait pu être un petit peu flattée, se laisser un petit peu entraîner dans quelque chose qu'elle ne voulait pas fondamentalement, mais qu'elle voulait bien laisser faire. Je pense que dans un premier temps, elle a pu consentir à ce petit jeu de séduction. Ils vont fumer des pétards et puis ils vont consommer 1 ou 2 traces de cocaïne. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Et ensuite, il la raccompagne à son travail. Il va vouloir lui faire un cadeau, de lui acheter une paire de gants. Tony Meillon raconte ensuite aux gendarmes avoir passé la soirée dans des bars avec Laetitia, puis lui avoir offert la paire de gants. Vers 1h du matin, la jeune fille serait repartie seule chez elle. Meillon se serait alors aperçu que Laetitia avait oublié les gants qu'il venait de lui offrir. Il se serait lancé à sa poursuite et l'aurait percuté par accident. Il va être occupé en train de fumer un joint qui va tomber dans l'habitacle, qui va faire un peu de fumée, qu'à un moment, il se baisse pour ramasser l'habitacle et qu'ils sont à un choc. Ils sont à un choc, ils s'arrêtent et ils voient qu'effectivement, il a percuté Laetitia. La voiture était volée, il était recherché, il avait de la drogue. Il s'est dit, jamais on me croira. Pris de panique, pensant qu'elle est décédée, il se dit que peut-être personne n'a rien vu et que si elle est décédée, peut-être la seule solution, c'est effectivement de faire disparaître, en tout cas, d'emmener le corps. Meillon avoue donc avoir tué Laetitia, mais par accident. Et pour éviter de se faire prendre, il aurait fait disparaître le corps. Il va nous expliquer qu'il s'est débarrassé du corps en le balançant depuis le pont de Saint-Nazaire dans la Loire. Il va nous le dire. Allez voir les caméras. Sur le pont, il y a des caméras. Donc. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Il fait l'enquêteur. Il nous pousse à l'investigation, il nous pousse à la recherche opérationnelle aussi, puisque derrière, je vais décider d'engager des moyens hélicoptères, des moyens nautiques, pour très vite déchanter. Les gendarmes sondent la Loire aux abords du pont de Saint-Nazaire. Mais au fil des heures, ils réalisent que Tony Meillon les mène en bateau. Ils se rendent compte qu'il est quasiment impossible de s'arrêter sur ce pont très fréquenté, de jour comme de nuit. De plus, il aurait forcément été filmé par les caméras de surveillance qui jalonnent le pont. 48 heures après la disparition de Laetitia, la garde à vue du suspect se termine. Et les enquêteurs ne savent toujours pas où est le corps de la jeune fille. Meillon balade les gendarmes de mensonges en provocation. On est dans une sorte d'imaginaire
ou de délire, où il va commencer à faire intervenir d'autres forces. Il a dit « le diable m'a pris et je ne sais pas du tout ce que j'ai fait ». Il va nous indiquer dans la vie, voilà, il y a des victimes et il y a des prédateurs. Moi, je suis un prédateur. Une attitude étrange, mais Tony Meillon a une stratégie en tête. Tout cela, c'est son idée de faire croire qu'il est fou. Dès le départ, il dit je l'ai tué, je mérite la peine de mort. Voilà, pas la peine de me juger, pas la peine de faire d'enquête. Voilà, je mérite la peine de mort. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, il ne voit même pas l'intérêt de collaborer ni rien. Il dit bon, je l'ai tué, c'est fini. Mais pour le juge d'instruction, Tony Meillon est responsable de ses actes. Bien que le corps n'ait pas été retrouvé, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort et placé en détention provisoire à la prison de Nantes. Ce fait divers sordide va se transformer en affaire d'État car les gendarmes découvrent un élément qui va faire beaucoup de bruit. Le jour de la disparition de Laetitia, Tony Meillon aurait dû se trouver en prison. Libéré 1 an plus tôt avec une mise à l'épreuve, il avait un certain nombre d'obligations à remplir sous peine de repartir derrière les barreaux. Et ce qu'on lui demande, en gros, c'est de trouver du travail. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Et d'aller voir un médecin. Obligation qu'il ne remplira pas. Tony Meillon aurait donc dû retourner en prison, mais l'administration pénitentiaire ne l'a jamais rappelé. Il est suivi par un service qui croule sous les dossiers et son dossier à ce moment-là n'est pas considéré comme un dossier prioritaire, peut-être parce qu'on n'a pas regardé le reste de son casier judiciaire, que l'information est mal passée, mais le dossier il est mis de côté un certain temps en se disant celui-là on le traitera dans 2 jours, dans 3 jours, dans 3 mois, dans 6 mois et puis finalement les dossiers s'entassent et le dossier ne sera jamais traité. Le drame est arrivé et le drame aurait pu être évité, non pas parce que Tony Meillon se serait comporté différemment. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Mais parce que Tony Meillon n'aurait pas dû être en situation de commettre ces faits-là. Vous imaginez la colère du côté des victimes à apprendre cela. Cette découverte soulève l'indignation générale. L'idée que Tony Meillon aurait dû être en prison au moment où il a massacré Laetitia révolte la France entière. Le président de la République de l'époque intervient et pointe du doigt les fautifs. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. L'affaire prend de l'ampleur. Les magistrats se mettent en grève pendant plusieurs jours, une première en France. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la colère des magistrats qui ont appelé à une grève nationale des audiences pour protester contre les propos tenus par le chef de l'État qui les accusait de faute dans l'affaire Laetitia. L'inspection des services judiciaires est même chargée de comprendre comment Tony Meillon a pu être laissé en liberté sans la moindre surveillance. Finalement, les juges seront mis hors de cause. Loin de cette agitation médiatique, les enquêteurs continuent à chercher le corps de Laetitia. Où Tony Meillon aurait-il pu le dissimuler ? Le 1er février 2011, leurs efforts vont payer. Ils font une terrible découverte à l'étang de Lavaux-sur-Loire. On va cette nasse à 7 mètres de fond, où lestée par un parpaing, un amalgame de membres de corps, donc les bras, le bas des jambes, la tête de Laetitia ficelée dans un grillage à poules. J'ai eu mon avocat, il me dit on a retrouvé la tête de votre fille. Franck Perret, père biologique de Laetitia. J'étais en voiture. J'ai halluciné. J'ai pété les plombs. Et l'horreur ne s'arrête pas là. 4 mois plus tard, l'autopsie du cadavre révèle des détails atroces. Les juges d'instruction font part aux proches des conclusions des médecins légistes. Pascal Rouillet, l'avocat de la famille d'accueil, n'a pas oublié ce moment resté gravé dans sa mémoire. Vous entendez les juges d'instruction, prudents, mesurés, décrire l'horreur absolue
de manœuvres de strangulation, de manœuvres de poignardage répétées, 44 coups de couteau. C'est une description atroce, inhumaine du comportement d'un homme. Tony Meillon, qui jusque-là affirmait avoir tué la jeune femme accidentellement, devra expliquer les 44 coups de couteau et l'étranglement constatés par l'autopsie. Acceptera-t-il enfin de reconnaître son crime devant la cour d'assises ? 5 mois après sa mort, les obsèques de Laetitia Perret sont célébrées à l'église de la Bernerie en Ré. Une foule immense est venue rendre hommage à la jeune fille de 18 ans. En tête du cortège, Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. C'était très dur déjà pour elle. De perdre, comment on peut dire, sa moitié comme nous. C'est la moitié de son cœur et de notre cœur. Elle était pas dégoûtée, on peut pas dire ça, mais déboussolée. C'était atroce. Pour nous, c'était le choc. Ce jour-là, toute la famille est unie dans la douleur. Mais 2 mois plus tard, une nouvelle affaire sidère l'opinion publique. Cette fois, c'est Gilles Patron, le père d'accueil, qui va se retrouver face à la justice. 2 mois après l'enterrement, il est interpellé par les gendarmes. Plusieurs jeunes filles accueillies chez lui, dont Jessica, la sœur jumelle de Laetitia, l'accusent d'agression sexuelle. Gilles Patron a prétendu que Jessica était amoureuse de lui. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Qu'ils n'avaient commencé leur relation sexuelle qu'après la majorité de Jessica et qu'ils étaient un couple. Quand on est face à un grand pervers comme Gilles Patron, eh bien, on est face justement à quelqu'un qui a des capacités de manipulation telles que personne ne pourrait imaginer le degré d'hypocrisie et de perversité. Voilà, c'est absolument affligeant. Je pensais que M. Patron était, on peut dire, entre parenthèses, un homme bien. Et on découvre peu de temps après qu'il est quand même violeur de Jessica et d'autres. En mars 2014, Gilles Patron est condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur Jessica et 4 autres jeunes filles. Pour Laetitia, rien n'a pu être prouvé. Laetitia s'est confiée à son amie Laura pour indiquer qu'effectivement elle avait été victime de viol de la part de Gilles Patron. Mais Gilles Patron n'a pas pu être jugé pour ces faits-là. Ça restera un mystère. De son côté, Tony Meillon prépare sa défense. Il n'a toujours pas avoué. Malgré les charges accablantes qui pèsent contre lui, il promet au contraire de faire des révélations fracassantes devant le tribunal. 22 mai 2013, palais de justice de Nantes. Tony Meillon comparaît devant la cour d'assises. Il est accusé d'avoir tué et découpé Laetitia Perret 2 ans plus tôt. Pour ce crime, il risque la prison à perpétuité. Alors, il tente un coup de théâtre et il livre aux jurés un étrange scénario dans lequel apparaît un complice. Ce soir-là, dit-il, il aurait donc bien renversé Laetitia accidentellement. Pour la première fois, il reconnaît aussi lui avoir asséné des coups de couteau pour faire croire à un crime de rôdeur. Mais il affirme qu'il n'est pas l'auteur du démembrement du corps de la jeune femme. Il va tenter de le faire, il ne va pas y arriver, et c'est à ce moment-là qu'il va faire appel. Il va faire appel à un complice. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Par contre, je ne peux pas dénoncer une personne qui est venue à mon aide, donc je vous indique que c'est une personne et que je vais nommer Monsieur X. Mais alors, qui est ce complice ? Aucun des jurés ne va croire à cette histoire. Ce qui devait être une révélation ressemble à un nouveau mensonge. Tony Meillon écope de la sanction maximale, la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Une peine alourdie par une mesure exceptionnelle, la rétention de sûreté. Autrement dit, il devra rester en prison aussi longtemps que les experts psychiatres le jugeront dangereux, même au-delà du terme de sa condamnation. Mais Tony Meillon ne renonce pas. Il fait appel. 2 ans plus tard, en octobre 2015, l'appel a lieu devant le tribunal de Rennes. 4 ans après le meurtre de Laetitia, l'affaire Meillon fascine toujours. Le public et les journalistes sont venus en masse, car Tony Meillon a promis de révéler le nom de ce monsieur X, le complice qui aurait découpé Laetitia. Pour le père de la victime, cet appel est une épreuve supplémentaire. Un manipulateur, comme je le dis et je le redis, de toute façon, ça restera un manipulateur et il joue avec le ton. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Avec nous, en fin de compte, nous rend fous d'attendre. Ça fait 5 ans bientôt qu'on est en procès de 6. Au tribunal, le suspense ne va pas durer très longtemps. Tony Meillon révèle bien l'identité de Monsieur X, mais cet homme, déjà entendu par la police, présente un alibi solide pour le soir du meurtre. La cour! Comme à Nantes, l'avocat général requiert la réclusion à perpétuité assortie de la mesure exceptionnelle de rétention de sûreté. Mais cette fois-ci, la cour ne le suit pas jusqu'au bout. Tony Meillon écope de la perpétuité, mais il pourra demander sa libération à la fin de sa période de sûreté. Malgré l'allègement de sa peine, Jessica Perret et les proches de Laetitia sont soulagés. Pour eux, c'est la fin d'un long calvaire judiciaire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.